Donc, on commence cette session qui porte surtout sur les complications donc, des chirurgies de prolapsus et en particulier dans la première partie, la prévention de ces complications. Et Jean-Philippe, c'est toi qui vas nous faire une présentation assez confidentielle sur la prévalence de ces complications et en particulier des expositions prothétiques. Merci beaucoup. Donc, difficile sujet de traiter de la prévalence des expositions prothétiques, puisqu'il y a des topos qui vont parler de la technique chirurgicale, du matériau, de l'expérience de l'opérateur, etc., etc. Donc, je ne dois pas déflorer leur sujet. Je me suis inspiré donc des travaux qu'on est en train de faire avec le groupe de travail sur les recos de la HAS. Et puis, je remercie Xavier Fritel qui m'a donné quelques infos complémentaires sur le registre Vigimesh sur le sujet. Alors, quand on regarde globalement la littérature concernant les expositions vaginales prothétiques, globalement, les taux, c'est à peu près 2% après Promonto à la louche. Et pour la chirurgie prothétique vaginale, c'est 12% d'après les revues de littérature. Alors, bien sûr, il y a une énorme variabilité. D'abord parce que, est-ce qu'on parle des expositions opérées ou des expositions diagnostiquées mais non opérées? Donc déjà, il y a un delta et je pense que c'est Sandrine qui parlera de la prise en charge de ces expositions. Et donc, elles ne sont pas toutes opérées. Donc déjà, il y a une différence de pourcentage. Et puis après, il y a une très grande variabilité dans les études. Je vous ai mis ce tableau avec la colonne de droite qui est le taux d'exposition vaginale. Et vous voyez que ça va de 0 à 40%. Alors bien sûr, ça dépend du délai, ça dépend peut-être du matériau, ça dépend peut-être de la période à laquelle ça a été posé, etc., etc. Quoi qu'il en soit, vous voyez que c'est une variabilité qui est très très importante. Si on regarde des données un petit peu plus françaises et actualisées, vous voyez que dans le registre Vigimesh que Xavier a publié en 2020, on était à 0,4% après Promonto et un petit peu plus de 1% après TVM. Et sur les données actualisées, là, sur la période 2017-2021, donc un recul qui est beaucoup plus court, mais vous voyez qu'il y a beaucoup plus de procédures, on est à 0,9% au global, avec 3 fois plus de risque d'exposition prothétique après chirurgie par voie vaginale qu'après Promonto. Je rappelle que dans Prosper, à 4 ans, on n'avait aucune exposition après Promonto, et il y a eu 3% d'exposition, enfin 3 cas d'exposition, dont une en fait qui est une récidive, et donc ça ne concerne pas 3 patientes. Et puis à côté, vous voyez qu'il y a des études comme celle que vous connaissez de Nigard, avec 10% d'exposition après Promonto à 6 ans, donc des taux qui sont là encore très variables. Alors, est-ce qu'il y a quel est le délai de survenue de ces expositions? Donc le problème toujours, c'est de savoir est-ce que quand on fait le diagnostic, depuis quand l'exposition est-elle là? Et donc ça, on ne peut pas savoir. Si on regarde une étude qui a évalué 68 cas d'exposition prothétique vaginale prise en charge, il y en avait 38 après voie basse et 30 après Promonto, et on voit que le délai semble différent, avec des expositions après voie basse qui sont à 2 ans, alors qu'après Promonto, on est plutôt à 60 mois. Dans l'actualisation des données de Vigimesh que m'a donné Xavier, on voit que la médiane de reprise est de 58 mois, et donc on retrouve un peu cette différence avec des expositions qui semblent plus précoces après TVM qu'après Promonto. Il y a une étude intéressante française, intéressante parce qu'il y a un recul à 18 ans après des TVM. Alors on a 25% d'exposition prothétique, ce qui me semble quand même énorme, mais on est à 18 ans. Et puis c'était peut-être la phase d'apprentissage de la technique, et donc c'est pour ça qu'on a un taux d'exposition important. Ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est que vous voyez que sur ces 16 expositions, il y en a 7 qui surviennent dans les 6 premiers mois, ou en tout cas dans les 2 ans, il y en a une grosse majorité, mais qu'il y a quand même encore 6 expositions qui sont survenues 6 ans après la pause. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un risque de survenue à distance de ces expositions, et donc il faut qu'on informe les patientes sur le fait que ces expositions peuvent survenir tardivement, à distance de l'intervention, et il faut les avertir des symptômes qui doivent les amener à consulter. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Donc ça, je vais passer assez vite pour ne pas déflorer les autres topos. Donc le tabac est un facteur de risque d'exposition prothétique, que ce soit pour la cellulose, que ce soit par la chirurgie vaginale, mais on n'a pas démontré que obliger à l'arrêt du tabac avant l'intervention améliore quoi que ce soit.
Il semble que lors d'une chirurgie TVM, s'il y a une hémorragie, un hématome post-op avec réintervention, etc., ça augmente le taux d'exposition. Je pense que c'est plus un marqueur du fait que l'intervention a été difficile et que donc ça intervient aussi, je pense, dans le risque d'exposition. Pour les autres facteurs, l'âge, le statut hormonal, l'activité sexuelle, l'obésité, etc., les données sont soit discordantes, soit inexistantes. On ne peut en tirer aucune conclusion. Et en particulier pour le diabète, on a, comme pour le tabac, pas prouvé que c'était mieux avec un diabète équilibré que sans. Mais évidemment, on sait que opérer alors que le diabète est déséquilibré, c'est un facteur de risque de complications. Je reviens sur l'œstrogénie préopératoire, puisqu'en fait, il n'y a pas d'études randomisées, on ne peut pas faire de recommandations sur le sujet. Alors, quand on opère et qu'on a une plaie vaginale, évidemment, la question, c'est est-ce qu'on peut poser la prothèse? Alors, pour les TVM, ça survenait, je trouve, essentiellement dans les cul-de-sac latéraux, quand on faisait les passages transobturateurs ou lors de la dissection pour ouvrir les fosses paravésicales. Clairement, on n'a aucune donnée, je n'ai pas trouvé de données qui disent un cul-de-sac suturé, est-ce qu'il y a plus d'exposition à ce niveau-là après? Il n'y a pas de données. Pour les promontos, la survie d'une plaie vaginale durant la promonto, c'est entre 0 et 2% dans la littérature. Et on ne sait pas si le fait de mettre la prothèse augmente le risque d'exposition prothétique en cas de suture, après la suture vaginale. Donc les recommandations qui ne sont pas encore officiellement validées, mais vers lesquelles on semble s'orienter, c'est qu'il faut une suture vaginale de qualité, que la pose de la prothèse est possible, mais qu'on va préférer le polypropylène pour éviter le risque infectieux du polyester du fait de l'effraction vaginale. Pas de données sur l'intérêt d'un traitement antibiotique complémentaire. Je vous parle maintenant du problème des expositions vésicales, qui est un problème qui est beaucoup moins fréquent, moins de 0,5% dans la littérature, et dans les données de Vigimesh, donc là on est même à moins de 0,1%, avec seulement 2 cas d'exposition. Donc compte tenu de la très faible fréquence de ces expositions, c'est difficile d'en évaluer les facteurs de risque, mais évidemment, ce qui nous vient à l'idée, c'est la plaie vésicale péropératoire. Et quand ça arrive, quand on opère, on se dit tout de suite, est-ce que je vais mettre la prothèse ou est-ce que je ne vais pas mettre la prothèse? Alors, la survenue d'une plaie pendant les chirurgies de prolapsus prothétique, c'est de 0 à 7%. Et il n'y a pas de différence selon la voie d'abord dans les méta-analyses. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de données, en fait. Soit on a des cohortes d'exposition vésicale et on ne sait pas ce qui s'était passé lors de la chirurgie initiale, soit on a des cohortes, enfin des études de chirurgie initiale et on ne sait pas ce que deviennent ces patientes avec des plaies vésicales. Donc on ne sait pas, quand il y a une exposition vésicale qui est rapportée, on ne sait pas s'il y avait une plaie vésicale et on ne sait pas si elle était au même endroit que là où il y a eu l'exposition vésicale. On ne sait pas comment ça s'était passé pour la suture, on n'a souvent pas la durée de suivi, etc. Donc on ne peut pas tirer de conclusion. Il y a juste une étude de Sarlo sur des promontos où il rapporte 4 plaies de vessie et il rapporte qu'il y a une patiente qui il a fait la suture, il a mis la prothèse et il y a eu une exposition vésicale 6 mois après. Est-ce que pour autant on peut en conclure quoi que ce soit? Je ne sais pas. Donc les recos vers lesquels on s'oriente, c'est que en cas de plaie vésicale, on peut mettre de la prothèse si la suture vésicale est dite de qualité, donc on n'a pas de définition, mais voilà. En tout cas, il faut s'assurer de l'étanchéité vésicale. Il n'y a pas de données sur le type de prothèse à utiliser, pas de données sur le fait d'ajouter une antibiothérapie complémentaire, pas de données spécifiques sur la durée de sondage, et il y a des collègues qui demandent une cystographie avant le désondage pour s'assurer de l'étanchéité vésicale. Il n'y a pas de données non plus. En revanche, ce qui me semble hyper important, c'est d'informer la patiente qui a eu cet incident et que donc il y a peut-être un surrisque d'exposition vésicale à distance et qu'elle doit être informée des symptômes qui doivent l'amener à consulter rapidement pour pas qu'on se retrouve dans des situations trop complexes. Concernant les autres expositions, je vais aller plus vite. L'exposition rectale, on est vraiment là dans les case reports quasiment. Globalement, les données sont de ne pas poser de prothèse quand il y a une plaie rectale, donc c'est probablement un facteur d'exposition rectale important. Donc voilà, il n'y a pas de données recommandations sur le sujet. Concernant les expositions urétérales, j'en ai parlé parce qu'il y a là aussi quelques cas dont on entend parler, mais on entend beaucoup plus parler de sténose urétérale que d'exposition. Alors est-ce que la sténose par la prothèse va finir par amener à une exposition urétérale? Je ne sais pas. En tout cas, c'est excessivement rare. Et puis j'ai parlé des expositions cervicales parce que j'ai eu un cas il n'y a pas longtemps, après une promonto avec une subtotale.
Et du coup, j'ai regardé un petit peu dans la littérature, c'est des choses qui restent exceptionnellement décrites, et en fait, on ne sait jamais trop si c'est parce que c'était une prothèse de polyester qui s'est infectée par l'orifice cervical, ou est-ce que c'est vraiment un col qui a été coupé trop court. Est-ce qu'il faut fermer le col comme on nous l'avait appris avant de mettre la prothèse? Il y a les pour, il y a les contre, il n'y a pas de données dans la littérature, et moi, le cas que j'ai traité il n'y a pas longtemps, l'opérateur avait bien soigneusement fermé le col avec des points, et il y a une exposition, il y a une infection d'une prothèse de polypropylène. Donc, je ne vous dirai pas ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc, pour conclure, concernant la prévalence des expositions vaginales, moi, j'ai quand même l'impression que cette technique, on était arrivé à maturité, puisqu'on voit qu'on a des taux d'exposition prothétique qui étaient quand même très faibles, et que ça s'est arrêté à ce moment-là, et je pense que c'est dommage. Il faut informer les patientes de ces risques d'exposition prothétique, de la possibilité que ces expositions se révèlent tardivement et donc les informer des symptômes. Merci. Merci beaucoup Jean-Philippe. J'ai un micro qui ne marche pas, mais on groupera probablement la discussion après les autres topos sur la prévention de l'exposition prothétique. Et on va donc donner la parole à Philippe Ferry pour qui nous dise quelle est la bonne technique à choisir pour limiter le taux d'exposition, puisque c'est vraiment ce qui préoccupe tout le monde. Merci Laure, je remercie le comité scientifique. Bon, dans cette matinée, il va y avoir beaucoup de redites. On n'a pas fait exprès de redire les mêmes choses, mais ça tombe bien. Les gens, enfin, vous allez avoir des choses vraiment, on va dire, très insistantes. Voilà. Donc, au sujet des prothèses, vous savez qu'il y a eu un gros ménage sur les prothèses, que ce soit pour la promontofixation ou les bandelettes sous-urétrales. Et à ce jour, donc, il y a 17 implants qui sont inscrits sur une liste dont on va parler 2 minutes. En ce qui concerne les bandelettes sous-urétrales, puisqu'on doit parler de la prévention, Jean-Philippe vous a dit la prévalence, donc c'est autour de 2%, que ce soit au niveau de la cicatrice d'incision vaginale ou bien au niveau des cul-de-sac, spécialement pour le TOT, mais également pour le TVT. La prévention, vous la connaissez, hein, c'est avant tout avoir bien appris la technique et inciser la totalité de la paroi vaginale avant de mettre en place une bandelette sous-urétrale, et bien sûr d'inspecter soigneusement les cul-de-sac avant de mettre en place la prothèse, pour ne pas avoir une prothèse qui, en cas de cul-de-sac un peu profond, prenne le raccourci par rapport au cul-de-sac vaginal droit ou gauche. Et donc, dans ce cas-là, il est recommandé, en cas de difficulté, en cas de cul-de-sac très profond, de préférer une voie rétropubienne. L'exposition vésicale peut être tardive, hein, elles sont rares, et là, effectivement, on peut se poser la question de la prévention de ces expositions tardives. Vous savez que le facteur de risque principal, ça serait un passage transvésical, alors spécialement dans les TVT, mais on a appris récemment qu'il y en avait beaucoup dans les TOT, alors j'insiste pour les TOT également. En tout cas, la cystoscopie, pour l'instant, pour les TVT est systématique, et donc, en dehors du fait de visualiser une fuite d'urine ou de liquide de cystoscopie par les ancillaires, vous savez que la cystoscopie est systématique pour visualiser donc la vessie et également l'urètre. Donc la recommandation, c'est un fibroscope souple ou bien une optique de 70 degrés. En ce qui concerne la promontofixation, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau technique pour prévenir les expositions? Bon, cette courbe-là, Jean-Philippe vous l'a montré, pour dire que plus on avance dans le temps, plus on a un risque d'exposition qui augmente. Donc, il ne faut pas du tout se localiser aux premières années. Et effectivement, on peut avoir des expositions tardives. Je me suis servi donc de la prise en charge qui a été publiée par le collège en mai 2021 et également la bibliographie des recommandations de l'HAS qui sont à paraître. En ce qui concerne le matériau, on va aller rapidement puisque ça va être redit. Donc, vous savez qu'on peut utiliser du polypropylène ou du polyester. Pour l'instant, il n'y a pas de recommandation stricte. Il n'y a pas non plus de recommandation sur le grammage. Et il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas du tout d'intérêt même à associer un matériau non résorbable et résorbable. En ce qui concerne la fixation, si on parle de la technique,
Vous savez qu'on peut utiliser ou des fils résorbables ou des fils non résorbables. Alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ça soit bien sûr noté sur le compte-rendu opératoire avec le nombre de fils, la nature du fil. Pour l'instant, on a le droit d'utiliser des fils multifilaments ou bien du monofilament, en sachant que le monofilament aurait probablement un intérêt, mais reste un petit peu plus difficile à utiliser. Donc, il faut bien sûr faire des points non transfixiants, et également, on a le droit d'utiliser des agrafes qui sont quand même globalement peu utilisées. Il est important de vérifier par un examen au spéculum en fin de procédure qu'on n'a pas eu de fil transfixiant, hein, donc c'est pas inutile. Il faut bien sûr utiliser un spéculum à lame transparente et on peut s'aider également du toucher vaginal. En cas de fil transfixiant, bien sûr, il faut le couper lors de la procédure. Et bien sûr, contrairement à ce qui s'est fait au début de l'expérience des gens il y a quelques dizaines d'années, on ne doit pas insérer des prothèses par voie vaginale et finir en cellio. Alors, le problème un petit peu plus récurrent, c'est quelle est la place de l'hystérectomie quand on fait une promontofixation. Vous savez qu'il y a des études déjà anciennes qui montraient que, de façon à peu près linéaire, on augmentait le risque d'exposition prothétique en fonction de l'association ou pas d'une hystérectomie. Là, dans cette étude donc déjà ancienne de Miklos qui avait été publiée, il y avait 1% d'érosion au total. Si on faisait une hystérectomie subtotale, il y avait 1%. Et en cas d'antécédent, on arrivait à 2,5%. Et sans hystérectomie, dans cette étude, il n'y en avait pas. Bien sûr, l'exposition expose à un risque d'infection et d'ostéomyélite. Donc, si on refait la littérature, on voit que quand on ne fait pas d'hystérectomie associée à la promontofixation, on diminue les pertes sanguines, en moyenne de 63 millilitres, on diminue la durée d'intervention, en moyenne de 22 minutes. Je pense que 22 minutes, c'est assez optimiste s'agissant d'une hystérectomie subtotale, où il faudra quand même faire une morcellation. On diminue le coût de l'intervention, et on diminue, on l'a déjà vu, le risque d'exposition, donc c'est en faveur de la conservation utérine. Dans la revue de la littérature, la durée d'hospitalisation est la même, la résolution des symptômes liés au prolapsus est la même, et les résultats objectifs sont les mêmes. Donc, en conclusion, en cas de promontofixation, il n'y a pas de différence significative entre la conservation et l'hystérectomie en termes de résultats. Une autre revue de la littérature montre que la conservation utérine n'expose pas à nouveau à un risque plus important de récidive sur l'étage moyen et antérieur. Ça, c'est une revue de 2018. Et également, on confirme qu'il y a un allongement du temps opératoire, augmente les pertes sanguines et augmente le risque de transfusion. La convalescence et l'hospitalisation étaient la même. Donc l'hystérectomie ne doit pas être systématique et doit faire l'objet d'une discussion avec la patiente, avec les intérêts, bien sûr, les bénéfices que l'on estime et puis surtout les risques secondaires. Pardon. Si on fait une hystérectomie, bien sûr, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est préférentiellement subtotale, puisque la conservation du col utérin ne modifie pas les résultats et diminue le risque d'infection et d'exposition prothétique. Donc je vais aller vite sur la conduite à tenir vis-exposition vaginale, puisque ça va être redit. Vous savez qu'on distingue vraiment, si on parle de technique, l'utilisation des prothèses en polypropylène, où on peut être un peu conservateur, et l'exposition des prothèses en polyester, où là il faut s'aider de l'IRM et discuter en RCP avec assez souvent une explantation la plus complète possible. Un mot sur l'exposition vésicale. On peut trouver après une promontofixation des points, voire des fragments de prothèse à la cystoscopie. Donc Jean-Philippe vous a dit qu'elles étaient rares. On n'a pas trouvé de facteur de risque particulier, en particulier l'âge et le stade du prolapsus sur le risque d'exposition. On n'a pas non plus trouvé de facteur de risque d'une chirurgie concomitante, d'une voie d'abord ou d'une autre. Et donc, en cas de plaie vésicale, Jean-Philippe vous l'a dit, on n'a pas vraiment identifié de facteur de risque qui conduirait à un risque d'exposition supérieur. En cas d'exposition rectale, là encore c'est rare, mais on l'a déjà vu,
À droite, c'est une exposition qu'on a eue dans le service. Les antécédents probables, compte tenu de la très grande rareté, c'est les facteurs de risque, c'est les maladies inflammatoires intestinales, les antécédents de chirurgie rectale, et bien sûr, on peut conseiller de faire un toucher rectal quand on met en place une prothèse postérieure pour vérifier, par exemple, l'absence de points transfixiants si on fait une rectopexie. C'est bien sûr un facteur de risque de fistule recto-vaginale qui reste très handicapant et compliqué à traiter. Voilà, merci. Merci beaucoup Philippe. Et donc on va passer tout de suite au topo du docteur Marine Lallemand. Je crois qu'elle n'est pas ici, donc je vais le lancer. Sur le choix du matériau, donc effectivement il y aura peut-être un petit peu de redondance. Bonjour à tous, merci à Paris Santé Femmes et à la CIFUD de m'avoir proposé de vous parler du choix du bon matériau dans la prévention des expositions des prothèses implantées pour le prolapsus. Dans la littérature, les prothèses utilisées dans la chirurgie du prolapsus peuvent être biologiques ou synthétiques. Les prothèses biologiques peuvent être On va essayer de monter le son là-dessus, non? Je sais pas si on peut... Veuillez m'excuser, il arrive tout de suite la personne qui s'occupe de la clim pour vous la couper. Alors. C'est au maximum quand même. C'est celle-ci, je me suis dit. Celle-ci. Bonjour à tous, merci à Paris Santé Femmes et à la CIFUD de m'avoir proposé de vous parler du choix du bon matériau. Bon, on va regarder les diapositives au moins, et puis on discutera après la présentation suivante. Dans la littérature, les prothèses utilisées dans la chirurgie du prolapsus peuvent être biologiques ou synthétiques. Les prothèses biologiques peuvent être autologues, c'est-à-dire utiliser du tissu provenant du patient lui-même, ou hétérologues, c'est-à-dire en utilisant du tissu provenant d'un cadavre ou d'un tissu non humain, comme le porc ou le bovin. Parmi les prothèses synthétiques, on retrouve les prothèses résorbables essentiellement composées de polyglectine, les prothèses partiellement résorbables et les prothèses non résorbables qui peuvent être classées selon la classification de Hamid. La classification d'Hamid est basée sur la taille des pores. La taille des pores influence la densité de la prothèse, sa flexibilité, son infiltration par les macrophages et les bactéries, et donc le risque d'infection et d'exposition prothétique. Les prothèses de type 1 sont composées de monofilaments de polypropylène avec une taille de pore supérieure à 75 micromètres. On dit que ce sont des prothèses macroporeuses. La taille des pores permet son infiltration par les fibroblastes, par les vaisseaux sanguins, par les fibres de collagène et les macrophages, ce qui stimule l'invasion tissulaire et réduit le risque d'infection. Pour les prothèses de type 2, les bactéries mesurent moins de 1 micromètre, ce qui permet de les infiltrer. À l'inverse, les macrophages mesurant entre 20 et 80 micromètres et les fibres de collagène sont incapables de pénétrer ces prothèses, ce qui minimise leur incorporation tissulaire et augmente le risque d'infection. Les prothèses de type 3 sont également macroporeuses. Les prothèses de type 4 ne sont pas utilisées en chirurgie du prolapsus car elles sont trop rigides. Les recommandations de l'HAS concernant le type de matériaux à utiliser dans la chirurgie du prolapsus sont en cours de relecture et devraient être publiées avant la fin de l'année 2022. En les attendant, je vais vous présenter ce que retrouve la littérature selon le type de prothèse, biologique ou synthétique, et selon la voie d'abord vaginale ou abdominale. On va commencer par la chirurgie vaginale. D'après les recommandations de l'HAS de 2021, la voie vaginale avec prothèse donne des résultats anatomiques comparables à la chromatofixation avec prothèse synthétique. Mais elle expose à un risque accru de complications et de réintervention, notamment d'exposition de prothèses, de douleurs post-opératoires, d'érosion des tissus avoisinants et d'infection. Compte tenu de ce risque de complications, les implants de renfort des organes pelviens ont fait l'objet d'évaluations par les autorités sanitaires. Actuellement, à la suite de l'avis de l'HAS, le ministère des Solidarités et de la Santé a suspendu l'utilisation de ces prothèses.
Les prothèses synthétiques par voie vaginale ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la recherche dans un essai clinique et lors d'une chirurgie de dernier recours après avoir considéré les autres options en cas de prolapsus récidivé et chez une patiente informée. Il est recommandé que cette intervention soit mise en œuvre par un chirurgien formé et expérimenté dans cette technique et après avoir présenté le dossier en RCP. Concernant la chirurgie vaginale et selon ces mêmes recommandations, il n'y a pas de différence en termes d'efficacité et de morbidité entre les prothèses biologiques et la voie vaginale autologue. Les données de la littérature ne permettent pas de recommander l'utilisation d'une prothèse biologique pour le traitement chirurgical de la rectocèle ou de la cystocèle. Par ailleurs, la voie vaginale autologue donne des résultats fonctionnels et subjectifs similaires à la promontofixation. Cependant, la promontofixation donne de meilleurs résultats anatomiques dans les prolapsus antérieurs et apicaux, avec un risque de récidive moindre. Maintenant, que dit la littérature concernant l'utilisation des prothèses biologiques xénogéniques dans la chirurgie de prolapsus par voie abdominale? Quiroz, dans une étude rétrospective, a comparé les résultats anatomiques et le taux de complications dans une série de 259 procédures utilisant une prothèse de pelvicole, c'est-à-dire de derme porcin dans 102 cas, un tissu autologue de type fascia dans 23 cas et une prothèse synthétique de polyester ou de polypropylène dans 134 cas. Avec un recul post-opératoire moyen de 1,1 an, le taux de récidive apicale était nettement supérieur lors de l'utilisation de pelvicole, soit 11%, par rapport aux autres types de prothèses, avec 1% pour les prothèses synthétiques et 7% pour les prothèses autologues, avec un petit p qui vaut 0,11. On expliquerait cela par le fait que la matrice collagénique n'est pas capable de résister de façon durable à l'action des collagénases de l'organisme. Et dans cette même étude, le taux d'érosion prothétique était lui aussi plus élevé dans le groupe pelvicole, avec 11% versus 3 et 4%, et un petit p qui est égal à 0,45. Que dit la littérature lorsqu'on compare les prothèses biologiques allogéniques et les prothèses synthétiques non résorbables dans la chirurgie par voie abdominale? Culligan et Hall ont publié une étude prospective randomisée qui comparait les résultats de cure de prolapsus par promontofixation utilisant des prothèses biologiques faites de fascia lata de cadavres et des prothèses synthétiques en polypropylène chez 100 patientes. Le taux de bons résultats anatomiques à 1 an, défini par un score de Poplio inférieur à 2, était significativement supérieur en utilisant les prothèses synthétiques avec un taux de 91% de bons résultats versus 68% de bons résultats anatomiques en cas de prothèse biologique avec un petit p égal à 0,007. Par ailleurs, si on regarde le taux de complications globales en lien avec la prothèse et le taux d'exposition prothétique, il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les deux groupes. L'utilisation de matériel biologique aussi bien autologue qu'hétérologue de type derme porcin donne des résultats anatomiques inférieurs à court et moyen terme sans diminuer le risque de complications. C'est pourquoi l'utilisation de prothèses biologiques n'est actuellement pas recommandée. Concernant les prothèses synthétiques dans la chirurgie de prolapsus par voie abdominale, que dit la littérature? Premièrement, on va étudier l'utilisation de prothèses synthétiques partiellement résorbables faites de polyglactine et de polypropylène dans la promontofixation. Dans l'étude de Granez, il semblerait qu'elle augmente la prévalence des récidives précoces par lâchage en promontofixation, mais l'interprétation de cette étude est difficile car les prothèses mixtes ont été placées en début d'expérience. Deuxièmement, on va étudier les prothèses synthétiques en polytrafluoréthylène expansé, qu'on appelle aussi EPTFE. Si on regarde cette étude de Cundiff qui a étudié les prothèses synthétiques de EPTFE, il s'agit d'une étude prospective portant sur le taux d'érosion à 2 ans chez 322 femmes ayant eu une promontofixation. Les prothèses utilisées étaient pour 42% du polyester, pour 48% du polypropylène et pour 6% des prothèses en EPTFE. Et parmi ces 322 patientes, il y en a 20, soit 6% qui ont connu une érosion prothétique. Et malgré un taux plus faible de patientes dans le groupe EPTFE, il a été retrouvé qu'il existait un risque d'érosion qui était 4 fois plus important en cas d'emploi de prothèses EPTFE par rapport à l'emploi de prothèses en polyester ou polypropylène. Par ailleurs,
il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre polyester et polypropylène en termes d'érosion prothétique. Troisièmement, il est possible de modifier les propriétés de surface d'une prothèse en la recouvrant par une substance. C'est ce que l'on appelle le coating ou l'induction prothétique. Plusieurs études ont comparé les prothèses de polyester recouvertes de silicone et celles en polypropylène, dont l'étude de Govier. Et dans son étude prospective portant sur 45 patientes opérées d'une promontofixation, l'utilisation de prothèses de polyester enduites de silicone s'accompagnait d'une prévalence accrue d'exposition prothétique par rapport à l'utilisation de polypropylène, 19% versus 0% d'exposition prothétique lors d'un suivi moyen de 9 mois avec un petit p inférieur à 0,05. L'explication serait que la couche de silicone déposée sur la prothèse aurait pour effet de diminuer le caractère hydrophile global de celle-ci, ce qui induirait une diminution de son intégration tissulaire et donc d'augmenter le taux d'érosion prothétique. Quatrièmement, concernant les prothèses de polyester non siliconées et celles en polypropylène, il n'y a aucune donnée comparative dans la littérature et ce sont les deux matériaux les plus utilisés en promontofixation actuellement. Dans ces conditions, seules les prothèses pour la chirurgie par voie abdominale inscrites sur la liste intra-GHS sont actuellement autorisées en France. Cette liste vient d'être publiée, c'est ce que je vous montre sur cette diapositive. Il s'agit de prothèses synthétiques constituées uniquement de polypropylène monofilament tricoté ou de polyester multifilament tricoté non enduit de silicone. Le seuil du grammage en dessous duquel il ne faut pas descendre pour les prothèses n'est pas déterminé ce jour. Par ailleurs, les données concernant les matériaux associant du matériel résorbable et du matériel non résorbable sont insuffisantes pour en parler aujourd'hui. En conclusion, les recommandations de l'HAS concernant le type de matériaux à utiliser dans la chirurgie du prolapsus devraient bientôt être publiées. Par ailleurs, des prothèses issues de l'ingénierie tissulaire sont en cours d'élaboration. Elles permettraient de répondre aux critères de qualité suivantes: ne pas être modifiées par les fluides organiques, être chimiquement inertes, ne pas induire de réaction inflammatoire ou d'anticorps, être non allergénique, non carcinogène, résistant mécaniquement, être stérilisable, résistant aux infections, s'intégrer au tissu et, si possible, être visible à l'imagerie. Merci pour votre attention. Bien, on a entendu par moment et on a pu suivre à peu près la présentation. Je vous propose donc d'enchaîner directement avec la présentation d'Anne-Cécile sur le choix du chirurgien. C'est ça ? Encore faut-il avoir le choix, là, on manque un peu de choix dans les hôpitaux pour les chirurgiens ces derniers temps. Alors bonjour, merci au modérateur de me permettre de présenter ce topo aujourd'hui. Donc je vais parler de manière un petit peu globale, finalement, pas forcément dans le cas des expositions ou des complications et de la prise en charge des complications de prothèses, mais être un bon chirurgien finalement en pelvipérinéologie. Donc avant de commencer mon topo, je me suis dit c'est quoi la fiche technique du chirurgien finalement, et j'ai cherché un petit peu. Et alors on retrouve que les chirurgiens, ils ont pour mission de poser un diagnostic, exposer aux patientes les différentes options thérapeutiques, qu'elles soient chirurgicales ou non, et encore plus depuis les dernières recommandations sur le prolapsus, de déterminer l'opération chirurgicale la plus judicieuse à pratiquer, réaliser bien évidemment l'opération chirurgicale, le suivre en post-opératoire immédiat et faire un suivi plus ou moins à distance et éventuellement, si besoin, revoir la patiente en cas de complications. Donc c'était marqué dans plusieurs papiers que j'ai retrouvés. Un chirurgien doit donc être une personne équilibrée, à l'écoute, pédagogue, pour pouvoir rassurer et informer les patientes. Parce que finalement, la chirurgie du prolapsus, et vous le savez tous, c'est une chirurgie qui est complexe, c'est une chirurgie fonctionnelle, et l'objectif, c'est pas que de restaurer une anatomie, c'est surtout améliorer le confort et la qualité de vie des patientes, et ce, sur le long terme. On a de nombreuses techniques qui sont possibles, la voix haute, la voix basse, avec et sans prothèse, et c'est vrai qu'on a des difficultés, notamment dans les nouvelles générations, pour l'apprentissage de la voix basse, par exemple. Et pour être un bon chirurgien, il faut avoir été formé au plus de techniques possibles. Ces chirurgies, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, il y a un taux de récidive et de complications qui n'est pas négligeable, et en particulier quand on utilise des prothèses, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Philippe, entre 2 jusqu'à 40%. Je vous ai remis aussi les données du registre Vigimesh parce que je trouve que c'est extrêmement important. Donc le registre qui est coordonné par Xavier Fritel, et la dernière publication qui a été publiée récemment
à propos de 2309 femmes, et parmi ces femmes, il y avait 500 femmes qui avaient eu de la chirurgie vaginale sans prothèse, un peu plus de 690 femmes qui avaient eu de la chirurgie vaginale avec prothèse et environ 1000 femmes une promontofixation laparoscopique. Sur un suivi médian à 17 mois, le taux de complications grade 3 ou 4 était à 2,3% et le taux de réopération pour récidive dans 1,4% des cas et de réopération pour complications récidives ou incontinence 5,4% des cas. Ce qui est important de noter là dans cette courbe de survie, c'est que le taux finalement de survie, de suivi sans récidive, c'est vraiment net sur cette figure. On voit que les patientes qui ont eu une réparation vaginale sans prothèse ont plus de risques de récidive sur un suivi de 24 mois seulement par rapport aux femmes qui ont eu de la chirurgie avec prothèse, que ce soit par voie vaginale ou par voie laparoscopique. Alors, est-ce que la courbe d'apprentissage peut avoir une incidence dans les complications, dans la survenue de complications après une chirurgie du prolapsus ? J'ai retrouvé donc l'étude publiée par Lille, une étude rétrospective qui était basée sur le PMSI de patientes opérées de prolapsus entre 2008 et 2014. Donc il y avait plus de 300 000 patientes qui avaient été opérées de voie haute, de voie basse, en cœlioscopie, en laparotomie. Le taux de réhospitalisation pour complications dans ce travail était à 2,5% à 1 mois, le taux de réopération pour récidive de 4,4%. Et ce taux de complications était associé significativement dans ce travail à l'obésité, le fait de faire une chirurgie concomitante de l'incontinence urinaire et l'expérience du chirurgien. Alors on ne sait pas exactement, il ne s'est pas précisé, je ne crois pas, sur les dernières recommandations en cours sur la prise en charge des complications, mais on n'a pas de nombre de procédures. Il faut une certaine expérience, mais il se dit qu'il faudrait une vingtaine de procédures nécessaires pour avoir une expérience suffisante pour la chirurgie du prolapsus. Alors finalement, pour être un bon chirurgien, c'est peut-être les 5 E. Le premier E, évaluer l'interrogatoire de symptômes, les retentissements sur la qualité de vie, la gêne, les facteurs de risque de récidive. Le deuxième E, examiner, examen clinique standardisé, utiliser plutôt le POPQ ou le Baden-Volcker parce que c'est plus facile. Éduquer les patientes à vraiment repérer et prendre en charge les facteurs de risque de récidive et éclairer. Ça, on l'a dit et on le redira, l'information, c'est juste indispensable quand on va poser une prothèse ou quand on va faire une chirurgie du prolapsus par voie vaginale. Il faut dire aux patientes, je vais le redire, que l'évolution du prolapsus, ce n'est pas forcément l'aggravation inéluctable, ça peut se stabiliser, voire régresser. Il faut bien discuter avec la patiente des alternatives thérapeutiques, comme on l'a déjà dit, le risque de récidive, et surtout essayer. C'est ça les dernières recommandations du collège, de la HAS, essayer les PCR, plus ou moins associés à la rééducation. Effectivement, vous l'avez déjà eu, mais je le redis, les dernières recommandations donc, sur la prise en charge du prolapsus, c'est que quand on évalue une femme en consultation qui vient pour un prolapsus génital, il est recommandé de préciser les symptômes, la boule bien évidemment, la pesanteur, mais aussi tous les autres troubles fonctionnels qui soient urinaires, anorectaux, évaluer, et ça c'est très important, la gêne ressentie par la patiente, c'est ça finalement qui conditionne notre prise en charge, évaluer l'impact sur la qualité de vie, sur l'activité physique, l'activité sexuelle. Et quelque chose qui est très important, finalement, c'est, on est dans une chirurgie fonctionnelle, c'est faire préciser les attentes vis-à-vis de la prise en charge. Pour bien évaluer tout ça, c'est intéressant et de le faire de manière le plus souvent possible, tout le temps même, c'est d'utiliser des questionnaires de symptômes validés, puisque finalement, c'est eux qui permettront d'évaluer de manière standardisée, de manière reproductible les symptômes qui sont associés au prolapsus génital et d'évaluer l'impact des traitements proposés. Ah docteur, je ne suis pas mieux, attendez, on va voir l'évolution de votre questionnaire, voyez, votre score s'est amélioré. Donc celui qu'on utilise le plus souvent actuellement dans la littérature, c'est quand même le PFDI-20 qui a été traduit en français en 2007. Celui qui me paraît pas mal, moi, actuellement, finalement, qui est moins utilisé, qui a été validé en français en 2017 par l'équipe de Poitiers, c'est le FPFQ. Il a l'intérêt, par rapport à l'autre questionnaire, d'intégrer, en fait, une partie sur les symptômes génitaux sexuels. Il y a la pesanteur, il y a les symptômes anorectaux, il y a les symptômes de boule vaginale, il y a les symptômes urinaires. Donc finalement, dans ce questionnaire, on a tous les symptômes de manière globale pour une patiente qui vient adressée pour un prolapsus génital.
Alors, évaluer, rechercher les facteurs de risque de récidive. Je vous ai remis le résultat d'une méta-analyse à propos de 25 études, des études prospectives et rétrospectives. Donc, une étude qui a été publiée en 2018, il y avait plus de 5000 patientes, pardon. Dans cette étude, alors c'était très variable, hein, les chirurgies qui étaient proposées dans ces études, c'était pas toujours très clair. D'ailleurs, le taux moyen de récidive était estimé à 36%. Et alors, ils ont évalué un certain nombre de facteurs de risque, l'indice de masse corporelle, l'âge, le stade du prolapsus, le fait d'avoir une avulsion du muscle élévateur de l'anus, constipation, les antécédents chirurgicaux ou l'histoire familiale. Et finalement, les facteurs qui étaient significativement associés à la récidive, c'était le fait d'avoir une avulsion de l'élévateur de... Ah, ça fait du bien. De l'élévateur de l'anus, un stade du prolapsus élevé, stade 3-4, l'histoire familiale et une aire du hiatus. En ce qui concerne l'IMC, dans ce travail, il n'y avait pas de différence significative, d'impact significatif, mais c'est probablement parce que à certains coups, l'IMC était utilisé avec le seuil de surpoids, d'autres coups, c'était l'obésité, et d'autres coups, c'était en variable continue. Du coup, il n'y a pas eu de mise en évidence d'association entre le risque de récidive et l'IMC dans cette méta-analyse. Rechercher les facteurs de risque de complications ou de difficultés opératoires, c'est juste une évidence, évidemment, comme il l'a dit Jean-Philippe. Donc le tabagisme, c'est facteur de risque d'exposition. Les antécédents chirurgicaux qui occasionnent des risques de difficultés chirurgicales, et donc il faudra en discuter avec la patiente. Et puis les douleurs pelviennes chroniques et le syndrome d'hypersensibilisation, parce qu'on sait que pour la gestion post-opératoire des douleurs, ça peut être compliqué, notamment lorsqu'on met des prothèses en place. Examiner, utiliser une classification standardisée. Alors, il y a le Baden-Walker, mais le mieux, c'est le POPQ. Comme ça, on sait de quoi on parle et on parle tous de la même chose. C'est pas si compliqué quand on s'y met. On peut utiliser un POPQ simplifié sans utiliser forcément d'hystéromètre, utiliser des points principaux. Ça permet de décrire correctement le prolapsus et de voir l'évolution avant, après chirurgie ou PCR ou autre chose. Et donc, lors de l'examen clinique, il est recommandé d'évaluer également l'atrophicité vaginale, évidemment, parce qu'on est souvent chez des femmes ménopausées, la qualité fonctionnelle des muscles du plancher pelvien et rechercher s'il y a des fuites à l'atout. Éduquer, hein, la perte de poids, hein, essayer de favoriser ça chez les patientes. Dépister et prendre en charge la constipation chronique, ça on peut tout le faire, un chirurgien, rééducateur. Éduquer au comportement mictionnel et défécatoire, hein, parce qu'on a tous eu des femmes qui, après leur chirurgie, poussaient à la selle, et puis quelques années après, on les voit pour le prolapsus qui a récidivé. S'entourer de rééducateurs, de sages-femmes ou de kinés qui savent éduquer sur le port de sa charge, sur l'atout, et puis donner tous les bons conseils pour favoriser l'activité physique dans les meilleures conditions dans le cas de la patiente. Éclairer, dire, ça c'est marqué aussi dans les recommandations de l'HAS, l'évolution naturelle d'un prolapsus, c'est souvent lent. Il y a rarement urgence à prendre en charge un prolapsus, sauf dans des cas de prolapsus extériorisé, érodé, avec insuffisance rénale, c'est quand même rare, et c'est les vieux prolapsus extériorisés depuis longtemps. Le traitement n'est nécessaire qu'en cas de gêne avérée et qui est en lien avec le prolapsus qu'on aura mis en évidence à l'examen clinique. Et donc, comme je l'ai déjà dit, la prise en charge chirurgicale est rarement une urgence, et sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est bien mis, et les patientes, elles le savent. Éclairer donc les différentes options chirurgicales, notamment le PCR, la rééducation. Les patientes, comme on l'a déjà dit, elles doivent être informées des bénéfices attendus, des complications spécifiques, fréquentes ou graves de chaque option thérapeutique et du suivi post-opératoire à faire. Donc la première consultation post-opératoire, mais aussi sur le suivi à plus long terme. Il faut bien informer les patientes qu'il y a un risque de récidive même après chirurgie, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'elles n'auront plus rien à faire après leur chirurgie. Et puis essayer, donc on l'a dit, le PCR, la rééducation. La rééducation peut être associée au PCR. Les patientes nous disent souvent, on met un PCR, mes muscles du plancher pelvien vont plus fonctionner. Ben si, ça marche quand même en association. Et de toute façon, la rééducation peut marcher sur les stades du prolapsus modéré. Donc c'est important d'en parler avec les patientes et de l'essayer avant la prise en charge chirurgicale. Et puis après la chirurgie, c'est le service après-vente. Donc faire la visite post-opératoire, bien sûr, mais être disponible, être là en cas de survenue de complications potentielles, les douleurs, les saignements, les rétentions urinaires, les infections urinaires, et se baser plutôt sur la plainte de la patiente que sur les résultats anatomiques, puisque c'est
sur ça qu'on a basé la prise en charge et c'est sur ça qu'on basera la suite de la prise en charge. Et à chaque consultation, réinformer la patiente sur les facteurs de risque de récidive, les symptômes qui doivent amener à consulter. Il n'y a pas de durée de suivi recommandée sur les dernières recos de l'année dernière, hein, mais voilà, il faut être disponible pour les patientes ou pour les correspondants s'ils pensent qu'il peut y avoir une complication associée à notre chirurgie. Finalement, le bon chirurgien, c'est celui qui sait s'entourer. Et de plus en plus, hein, depuis les dernières recommandations, l'importance de la RCP de pelvipérinéologie pour une discussion collégiale et encore plus quand il y a une complication de type érosion ou autre. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va finir avec finalement quels sont les critères patientes. Et puis ensuite, on groupera toute la discussion avec toutes les questions qu'on peut se poser sur comment prévenir les expositions de prothèses. Merci Philippe. Merci. Donc, excusez-moi pour les redites. Et puis, j'avais volontairement choisi de parler un peu de l'incontinence vis-à-vis du risque des prothèses, donc des bandelettes sous-urétrales, ce qui dévie un petit peu de la chirurgie unique du prolapsus. Donc, je vous rappelle donc la définition qui a été donnée sur les érosions. Hein, c'est une solution de continuité de la muqueuse de l'organe, hein, donc vagin, vessie, urètre, laissant apparaître simplement un fil ou un fragment de prothèse. Donc, à gauche, c'est plutôt une bandelette sous-urétrale dans un cul-de-sac, et puis à droite, c'est une prothèse qui s'expose donc sur la ligne médiane. Alors un petit mot parce qu'on l'a évoqué sur la législation des prothèses. Vous savez que les choses se sont largement compliquées ces dernières années. Donc ce tableau est un petit peu compliqué, mais on peut le prendre déjà. Si vous regardez sur le côté gauche, il y a une flèche verte parce que pour l'instant il y a encore une mesure transitoire pendant quelques mois pour les industriels vis-à-vis des prothèses. Sinon, vous savez que depuis quelques mois, tout ce qui est implant prothétique a été reclassifié et donc les industriels sont obligés de déposer un dossier médico-technique. Donc technique, c'est ce qu'on a vu, c'est le grammage, etc. Et médical, c'est qu'ils doivent apporter la preuve d'études sérieuses, donc comme Vigimesh par exemple, mais également d'autres registres spécifiques à leur prothèse. Et ça, cette évaluation par la CNEDIMS va être refaite tous les 3 ans. Donc la CNEDIMS, elle ne se mouille pas, elle donne un avis consultatif, mais bien sûr qui va être suivi par l'HAS et le ministère de la Santé. Donc suivant l'avis de la CNEDIMS, il y aura un refus d'inscription ou bien une inscription au JO, et donc la prothèse X va être inscrite sur une liste intra-GHS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va être agréée au remboursement dans les hôpitaux et les cliniques, et donc pas de remboursement, pas de prothèse, et donc cette prothèse ne sera pas disponible, bien entendu. C'est ce qui s'est passé pour toutes les prothèses vaginales. La pose, on en a déjà parlé, il y a 2 arrêtés successifs qui ont légiféré sur à la fois la pose des bandelettes et la pose des prothèses en promontofixation. Et donc, vous les retrouvez in extenso dans le JO, mais on va en reparler un petit peu. Donc, s'agissant des bandelettes sous-urétrales, on vous l'a dit X fois, les facteurs de risque que l'on peut éventuellement améliorer avant d'opérer, c'est le tabac, le diabète, et effectivement, prévenir les patientes vis-à-vis de l'immunodépression ou des antécédents comme la radiothérapie pelvienne. En cas de dyspareunie, il est logique de chercher une exposition vaginale, mais vous savez que ces expositions peuvent être absolument asymptomatiques et découvertes simplement à l'examen. En tout état de cause, en cas de dyspareunie, il faut avoir prévenu, c'est un peu ce qu'on vous a dit auparavant. Si on veut évaluer une technique, il faut avoir effectivement jugé l'état préopératoire, que ce soit en particulier par des questionnaires. Et s'agissant donc de la mise en place d'une prothèse ou d'une bandelette, il n'y a pas d'intérêt actuel à mettre en place une réstrogénothérapie locale. Donc rapidement sur les bandelettes sous-urétrales, les facteurs de risque de perforation vésicale, ce sont un index de masse corporelle très bas, un antécédent de chirurgie de l'incontinence ou du prolapsus, et effectivement éventuellement une ou plusieurs césariennes. Les plaies digestives dans le cadre des bandelettes sous-urétrales sont très rares, ça a été décrit, et les antécédents de chirurgie colique font partie des facteurs de risque, ainsi que l'IMC
inférieur à 25. S'agissant de la promontofixation, on doit tenir compte, avant de décider une promontofixation et en accord avec la patiente et avec la RCP, des antécédents de chirurgie abdominale et d'obésité morbide. Clairement, il faut que dans une équipe, on puisse proposer à la fois une promontofixation si elle est justifiée, mais également, si cette promontofixation va s'avérer dangereuse, il faut pouvoir passer la main ou également savoir faire une voie vaginale. Donc, c'est l'idée en accord avec la patiente, de changer de voie d'abord si celle-ci est réputée dangereuse. Donc le sevrage tabagique et l'équilibre du diabète, on en a parlé, même si effectivement ce sont plutôt des résultats qui sont extrapolés de la chirurgie et de la prévention des complications post-opératoires en général. Une bonne patiente, c'est une patiente informée, je vais revenir là-dessus. Vous allez avoir l'impression qu'on est un peu insistant, mais vous savez qu'il y a plusieurs arrêtés qui sont passés. Hein. Donc, vous pouvez lire le texte. Hein. Quand une pose d'implant est envisagée, il y a une information avant, en préopératoire, des signes qui peuvent amener à consulter, la remise d'une fiche d'information et à ne pas oublier la traçabilité du dispositif. Vous savez que dans tous les kits, les matériels prothétiques, ils sont censés livrer des étiquettes avec une fiche de traçabilité à la fois dans le dossier, sur le compte-rendu opératoire, et remis logiquement à la patiente qui doit le garder avec elle. La mise en place d'une prothèse par promontofixation doit être discutée en équipe pluridisciplinaire de pelvipérinéologie. Vous savez qu'au départ, c'était simplement prévu pour les bandelettes sous-urétrales, et donc cette équipe doit au minimum comporter un gynéco, un urologue, et suivant les cas, un rééducateur, un masseur, une sage-femme, ou les gens spécialisés en gastro-entérologie ou en douleur. Et donc, on doit informer la patiente de la décision prise par cette RCP. Donc ça, c'est la fiche pour les bandelettes sous-urétrales. Effectivement, en dehors de la fiche d'information du collège, par exemple, on n'a pas de fiche identique pour l'instant pour les promontofixations. Donc si on veut revenir simplement à la mise en place des bandelettes sous-urétrales, mais ça pourrait être tout à fait copié pour les promontofixations. Si on commence en haut, vous devez avoir fait le diagnostic, vous avoir fait les examens complémentaires nécessaires, par exemple un examen vessie pleine, et vous devez expliquer déjà à la patiente ce qui lui arrive. Éventuellement, Anne-Cécile l'a dit, prescrire de la rééducation, commencer à informer la patiente. Dans le cas de l'incontinence urinaire, on doit revoir la patiente, faire une débimétrie et la mesure d'un résidu post-mictionnel ou un BUD, et en parallèle, il doit y avoir un temps de réflexion. Ensuite, on passe à la RCP. La RCP doit éditer une fiche qui doit être adressée à la patiente et au médecin traitant. Cette fiche doit être dans le dossier. Et donc, dans l'intervention, on en a parlé, il faut avoir une traçabilité du matériel utilisé. Systématiquement, que ce soit pour une cure de prolapsus ou une bandelette sous-urétrale, il y a une visite à 1 mois. Hein. À la visite à 1 mois, heureusement, en général, elle est plutôt favorable, mais on doit évoquer avec la patiente les douleurs, le résultat de la chirurgie, vérifier la cicatrisation, les symptômes comme la dysurie, et il est prévu une visite à 1 an. Alors, dans le cadre des bandelettes, il est spécifié que ça doit être par l'opérateur. Dans le cas de la promontofixation, ça n'est pas spécifié, mais je pense que c'est logique, si on peut, que l'équipe, alors l'opérateur ou bien un de ses collègues, revoie les patientes à 1 an après la mise en place d'une prothèse par promontofixation, parce qu'on n'est pas à l'abri de complications, même si on sait que l'information doit passer sur le fait que le taux d'exposition, vous avez vu, a tendance à augmenter avec l'âge et avec la date, et donc on n'est pas du tout 1 an, c'est une visite intéressante, mais ce n'est pas forcément la fin de l'histoire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Philippe. Donc on va prendre 5 minutes, même si on a un petit peu de retard, pour discuter de tout ça, à la fois de la prévalence des expositions et aussi de la prévention. Une
question. Pour les expositions vaginales à long terme, c'est toujours difficile à évaluer parce que bien souvent, ces femmes sont asymptomatiques et c'est des découvertes fortuites à l'occasion d'un examen systématique. Donc on ne sait pas bien à quel moment elles ont fait leur érosion. Moi, j'ai eu le cas d'une patiente que j'ai revue 10 ans après pour autre chose. Et il y avait je sentais qu'il y avait une érosion vaginale, mais je ne savais pas de quand elle y était puisque je ne l'avais pas revue pendant 10 ans. Donc c'est toujours un petit peu difficile à long terme d'évaluer le taux d'exposition. À la limite, peu importe. Oui, peu importe. Mais dans les études, on dit exposition à 10 ans. Par contre, on voit pas mal de patientes qui ont des symptômes d'exposition déjà depuis un certain temps, et en réalité, elles ont soit été examinées et les gens n'ont pas repéré ce qui se passait, et on sait bien que sur ces expositions, il faut faire un toucher vaginal la plupart du temps. Le spéculum, si on n'a pas de chance, l'exposition, on ne la voit pas. C'est pas exceptionnel qu'on ne le voit pas. Hein. Je ne sais pas, Philippe, ce que tu en penses. Aslam. Symptomatiques chez les femmes ménopausées qui n'ont pas de rapport et qu'on fait un contrôle et on trouve un petit morceau de prothèse ou un morceau de bandelette dans le vagin. Complètement asymptomatique. C'est le topo suivant. Voilà, c'est voilà, juste après la discussion. Voilà. Moi, je suis un peu frustrée par ce qu'on a pu dire sur la technique chirurgicale, parce qu'on a quand même le sentiment qu'en fonction de comment on opère, on s'expose à un risque plus élevé d'exposition. Et puis aussi, quand il y a un antécédent d'hystérectomie, en promontofixation, on a classiquement l'idée d'aller se fixer sur le fond vaginal, mais on sait qu'on peut entraîner une érosion par traction sur un tissu vaginal qui est déjà assez fragilisé, et on pourrait faire évoluer nos techniques en allant se fixer un peu plus latéralement sur le paravagin, etc. Donc on n'a pas de données dans la littérature. Est-ce qu'il y a de l'expérience qui peut dire, voilà, dans telle situation, il vaut mieux, même si on craint l'exposition viscérale vers la vessie ou vers le rectum, même plutôt s'approcher du viscère que du vagin et pas disséquer trop dans le fascia vaginal. Je ne sais pas s'il y a des choses que vous pouvez nous dire. Il y a eu assez peu d'études sur les détails techniques, en tout cas sur les petites choses, l'infiltration, pas l'infiltration, la coagulation. Est-ce que le fait de coaguler très largement, comme font certaines équipes, peut augmenter le risque d'exposition ? Je trouve qu'il y a eu assez peu de remises de toute façon en cause de la technique ou du chirurgien dans toutes ces complications de prothèses. On a beaucoup mis en avant le matériau et on n'a pas beaucoup parlé finalement des chirurgiens derrière. Je crois que tu as une question. Oui, j'avais une remarque. Je trouve que ça serait bien que l'on utilise le concept de la RAC avec cette appellation pour la chirurgie du prolapsus. Parce qu'on a tendance à le mettre pour il faut qu'une patiente qu'on opère ne soit pas anémiée, etc. Quand j'entends toutes les recos, faut qu'elle maigrisse, faut pas qu'elle fume, etc. Bon, moi je trouve que c'est sympa de le dire. Je ne sais pas si dans votre vie quotidienne vous arrivez à faire maigrir la patiente que vous voyez qui a un BMI à 32. Elle le sait, de toute façon on beau lui dire et ça ne changera rien. Celle qui clope un paquet par jour, bon ben ok, elle va diminuer à 10 15 jours avant, mais peut-être qu'il faudrait l'inclure dans ce concept de RAC pour qu'en fait il y ait une globalité de la chirurgie et qu'on ne fasse pas des petits recos comme ça de façon à être généraliste. Puis juste une remarque sur ce que tu viens de dire sur la technique. C'est vrai que ça n'a pas été fait pour le prolapsus, mais par exemple, pour l'hystérectomie, on sait que quand on coagule trop, et c'est le cas de l'hystérectomie célio, c'est là où il y a le plus de risques de désunion du fond vaginal avec l'intestin qui passe par le vagin quand on compare à l'hystérectomie vaginale et tout ça. Et le facteur de risque, c'est effectivement l'excès de coagulation que l'on voit dans l'hystérectomie célio. Mais je trouve qu'on n'arrivera jamais à globaliser la technique. Il y a trop de différences. Mais c'est vrai que pas que pour la chirurgie du prolapsus d'ailleurs. En tout cas, mon idée, c'était peut-être le concept de RAC pour la chirurgie du prolapsus. Aslam, c'est une réponse ou c'est... Non, c'est juste un petit commentaire personnel par rapport aux préparations préopératoires et surtout les traitements estrogéniques local post-opératoire. Je sais que il n'y a pas eu d'étude qui a montré que c'est efficace, mais je pense que tout le monde doit le faire. De mettre un traitement estrogénique au moins pendant 2 mois localement pour épaissir le vagin, que ce soit par promonton. On imagine que si on va passer des fils et mettre une prothèse sur un vagin qui a une épaisseur d'un papier à cigarette, on risque d'avoir plus d'exposition. En tout cas, c'est la pratique
Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Non. D'abord parce qu'on a fait, avec les TVM, au début, on a eu des séries d'expositions importantes. On a pu faire des analyses statistiques sur plein de facteurs de risque à ce moment-là. On a retrouvé l'hystérectomie associée, les incisions en T, des tas de choses. Bon, maintenant, ça a un peu moins d'importance, mais en particulier, il y avait les femmes ménopausées ou pas ménopausées. Ça n'était pas un facteur de risque. La ménopause, sans traitement hormonal, n'était pas un facteur de risque de complications et en particulier d'exposition. Donc ensuite, qu'on le mette à titre de précaution parce qu'on y croit, moi je ne vois pas d'inconvénient majeur, mais qu'on dise qu'il faut le recommander, moi je n'irais pas dans ce sens-là. Hein. Jean-Philippe, je ne sais pas si tu avais une... Oui, non, on n'avait pas du tout trouvé ces facteurs-là, et dans la littérature, il n'y a aucune donnée pour recommander. Mais... Et Jean-Philippe, tu as cité une étude coréenne, je crois, où c'est le contraire, le traitement augmente le risque d'exposition. Oui. Tu l'as dit. Mais après, il y a certaines patientes qui ont déjà été opérées, notamment par voie basse, qui ont déjà eu des colpectomies, etc., chez qui on va opter pour une promontofixation, et tous, on serre un peu les fesses en se disant il n'y a pas un vagin atrophique. On sait que ces patientes-là, même si on ne le retrouve pas dans les études, ce sont des patientes qui sont plus à risque d'avoir une exposition quand même. C'est vrai, finalement, on est en train de parler de toutes ces prises en charge avant la chirurgie. Je suis plutôt d'accord que ça rejoint la RAC et ça rejoint une organisation des soins aussi qui est peut-être pas optimale chez nous, où le chirurgien fait un peu tout le job tout seul. Moi, j'ai voyagé, on a été par exemple au Danemark. Au Danemark, la consultation, elle est faite par une infirmière. Le médecin, il passe 5 minutes pour examiner, il dit je vais faire ça, 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 au revoir. Et puis tous les conseils pré-op, ça dure 1 heure, sont donnés par quelqu'un avec des documents spéciaux et avec un temps passé avec la patiente. Et je dirais que le parcours patient est mieux pensé que le pauvre chirurgien qui est censé porter à la fois l'info des complications, les infos sur les trucs à faire avant. Tu vois les gens 2 mois avant, elles n'ont pas le temps de maigrir, ou alors tu les reportes de 2 ans si tu demandes qu'elles perdent 30 kilos. Je suis d'accord, je trouve qu'on est mal organisé sur ce parcours de soins à l'heure actuelle. On va peut-être... Oui, on va passer à la suite. J'ai été impressionné par les diapos que tu as montré, Philippe, où on voit que le taux d'exposition prothétique en promonto, c'est quasiment les post-hystérectomie où c'est le plus élevé. Et c'est effectivement la fixation à l'apex, comme tu le disais, Laure. Et après, c'est vrai que je trouve que quand on met la valve, enfin, moi j'utilise une valve, en fait, on arrive des fois à voir qu'au fond, effectivement, c'est hyper fin. Et du coup, moi, je me fixe jamais à cet endroit-là parce que je pense qu'il vaut mieux avoir de la prothèse libre qui flotte et qui n'est pas attachée là, et c'est pas grave. Le vagin, il viendra se coller dessus, mais pas mettre de points, c'est déjà, à mon avis, une prévention d'exposition. Ok, on va passer à la suite. Surtout que la valve, la pression amincit encore le tissu. Donc, Sandrine Campagne-Loiseau va nous parler maintenant du traitement de ces expositions, qu'elles soient vaginales ou viscérales, et dans n'importe quel viscère. Merci Sandrine. Bonjour à tous, donc merci de m'avoir... Donc du coup, effectivement, je vais tout traiter, à la fois le vagin, les viscères, la vessie, et puis un peu les rectums. Alors, du coup, voilà, Alors, en fait, je vais reprendre quelques éléments qui ont été dits, je vais essayer de passer dessus, et puis je me suis effectivement appuyée des futurs recos qui vont sortir, qui ne sont encore pas complètement finalisés, puisque le groupe de lecture est en train de nous renvoyer sa lecture, et que du coup, on a une belle séance la semaine prochaine avec Jean-Philippe, où je pense que d'ici peut-être l'an prochain ou l'année d'après, on y arrivera à sortir ces recos. Alors la première question, c'était, donc moi sur laquelle je voulais insister, c'était quand ils pensaient à ces problèmes d'érosion, d'exposition. Alors oui, je fais juste une petite truc sémantique. On dit plus érosion, on dit exposition pour tout, et après on définit derrière. Donc soit exposition vaginale, exposition vésicale, exposition urétrale ou rectale, ou plus si affinité. Donc l'idée en fait c'était surtout quand y penser, et en fait bien sûr il faut y penser sur toute patiente qui a un antécédent de prothèse et qui est symptomatique. Et il y a, je pense, vraiment une importance sur les jeunes et nos jeunes collègues qui arrivent sur les internes, de vraiment insister sur le fait qu'il faut à tout prix qu'ils prennent les interrogatoires et les antécédents. En plus, nos petites dames, elles vieillissent. Vous avez vu qu'en fait on peut se retrouver avec des érosions qui sont vraiment loin de la chirurgie sur 10 ou 12 ou 14 ans et plus. Et donc de ce fait, on a aussi des petites dames qui ont vieilli et qui on ne se rappelle pas tout le temps de leurs antécédents. Donc il faut, je pense, s'efforcer de retrouver les antécédents de la patiente pour voir si elle a, oui ou non, un antécédent d'éléments prothétiques. Alors bien sûr, on a des cas un petit peu sévères de sepsis. Je vais vous montrer
une photo. On avait eu un cas dans le service sur en fait les bras prothétiques sur des prothèses avec bras dans le trou obturateur. Alors, on n'en met plus actuellement par voie vaginale. Nos prothèses de promonto vont moins latéralement, mais on a encore des patientes qui, bien sûr, ont ces dispositifs, et donc il faut savoir se méfier. Après, on a une sémantique un peu plus variée, qui n'est pas très spécifique, que ce soit des saignements, des leucorrhées, des douleurs, des signes urinaires ou des signes rectaux. Vous voyez, ça c'était une patiente qu'on a eue dans le service. Alors, vous voyez que les éléments prothétiques, on en voit beaucoup, et on peut en voir dans la vessie, dans le vagin ou dans le rectum. Donc voilà, donc l'idée c'est de ne pas... Quand est-ce qu'il faut y penser? C'est surtout de ne jamais oublier d'y penser et d'être très systématique sur ces antécédents prothétiques, puisque ça peut arriver après de nombreuses années. Alors sur le côté vaginal, on sera plutôt sur des signes de dyspareunie. Dyspareunie, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que l'hyspareunie. L'hyspareunie, c'est la douleur du compagnon au rapport sur l'érosion prothétique avec le frottement. Bien sûr, les leucorrhées anormales ou les saignements vaginaux. Sur l'exposition prothétique vésicale, on sera bien sûr sur des signes urinaires de novo, et vous allez voir que je vais vous montrer, il y a plein d'études bien sûr qui vont sur le syndrome d'hyperactivité vésicale. Alors bien sûr, ces patientes vieillissent, elles sont plus à même d'avoir une hyperactivité vésicale, mais méfiez-vous, ça peut ne pas être idiopathique, mais ça peut être sur un élément prothétique. Il y a aussi le phénomène douloureux que nous on a remarqué dans nos pratiques, c'est les patientes qui ont en fait des douleurs à la miction et également des douleurs en fin de miction. Et ça, le mot pathognomonique sera un peu fort, je pense, on est bien d'accord, mais méfiez-vous bien. Et nous, on a souvent retrouvé cette entité à l'interrogatoire. Alors bien sûr, il y a aussi le cas des fistules. On en a pris, nous, dans le service, où en fait, non seulement elle avait une érosion vésicale, mais en plus, ça avait tellement été bien... voilà. Et en plus, on avait la fistule. Et là, ça complique encore la prise en charge chirurgicale, on est bien d'accord. Sur les expositions, cette fois digestives, on va être bien sûr sur des troubles de la sphère digestive, avec donc des TNEMS. Des fois, ça leur donne aussi un anisme. Elles peuvent avoir des sentiments d'incontinence anale, de perte, et c'est surtout le plus fréquent, c'est les émissions purulentes et glérosanglantes. Et là, bien sûr aussi, il y a le phénomène douloureux. Ça, c'est pareil, méfiez-vous, c'est assez fréquent de le retrouver. Alors, ça, c'est la petite classification de la Yuga. C'était juste pour vous montrer que du coup, oui, j'ai pas la flèche. Du coup, en fait, vous voyez sur le chiffre, alors elle peut vous sembler un peu rébarbative, cette classification, mais à force de l'utiliser, moi maintenant, je la trouve relativement simple. Donc, comme quoi, quand on utilise c'est comme le POPQ, au départ, quand on s'attache avec la classification POPQ, on se dit c'est pas du tout possible. Et puis, plus vous allez la pratiquer, plus elle vous semblera intéressante et vous allez la maîtriser. Et vous voyez là, on est donc le numéro 1. Donc vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est exposition pour tout. Et après, on va analyser, donc soit vaginal, avec ou sans érosion, enfin sans exposition, pardon, ça peut être des douleurs, ça peut être asymptomatique. Le 4, c'est tout ce qui est tractus urinaire. Et le 5, tout ce qui est au niveau digestif et rectum. Après, vous voyez aussi, ce qui est intéressant dans cette classification, c'est le temps d'apparition de la complication par rapport à la date opératoire. Donc, soit on est sur un T1 et c'est dans les premières 48 heures. Le T2, c'est entre 48 heures et 6 mois. Et le T3 est à distance. Alors, c'est vrai qu'on aurait presque envie de rajouter un T4 au-dessus de 10 ans maintenant, puisqu'on est en train de montrer qu'il y a des complications très lointaines. Et après, il y a le site de la complication. Alors, on va passer après sur l'exposition vaginale, puis vésicale, puis rectale. Donc voilà, un petit panel de ce qu'on peut trouver. Et certaines ont été, même, je sais que Michel, de temps en temps en consultation, il en voit, on arrive à tirer sur les prothèses. Alors ça a été montré qu'en fait, on peut le faire en consultation quand elles sont infectées parce que la dame a pas mal, mais il y a un gros risque de récidive, donc il vaut mieux s'attacher à les prendre en charge avec des examens complémentaires. Alors, sur les expositions vaginales, est-ce qu'il faut demander des examens complémentaires particuliers? Et donc, en fait, les recommandations vont sortir, mais là, c'était les recommandations du collège, donc ça date un petit peu, c'était 2011 ou 2012, je crois. Et en fait, il n'y a pas dans les séries retrouvées d'examens complémentaires vraiment systématiques à faire réaliser, surtout, bien sûr, si l'exposition vaginale est complètement asymptomatique.
Bien sûr, toujours intérêt de vous procurer le compte-rendu, si possible, initial. Alors, soit la patiente là, et c'est assez pratique, soit il faut que vous fassiez un petit courrier très gentil à l'ancien chirurgien qui a opéré la patiente, mais il faut essayer de l'avoir le plus tôt possible. Et vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, on va essayer d'avoir quel est le type de matériau. Est-ce que c'est du polypropylène ou est-ce que c'est du polyester? Et c'est un des éléments, par contre, qui a été montré dans la littérature sur le fait qu'on aura une prise en charge qui sera différente. Et puis, au cas par cas, on va discuter une urétroscopie, un prélèvement vaginal, mais bon, dont on ne va pas beaucoup tenir compte. Alors nous, dans le service, on fait très fréquemment des échographies pelviennes et périnéales parce qu'on a l'écho facile et que ça peut nous donner des renseignements. Bien sûr, si on est sur une grosse suspicion infectieuse plus importante, méfiez-vous, notamment quand c'est des antécédents de promonto. Et à ce moment-là, il faut faire un bilan sanguin avec une petite CRP et aller facilement à l'IRM pelvienne. Bien sûr, si vous avez un doute sur une exposition sur la colpocelle postérieure avec un doute sur une communication avec le rectum, il faudra aller à la rectosigmoïdoscopie. Donc ça, c'était les recos du collège de 2011. Donc vous voyez, c'était en l'absence d'infection vraiment patente d'abcès cellulite. Derrière, on va pouvoir faire un traitement médical avec une efficacité de 20%. Et vous allez voir que dans les prochaines recommandations, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. Sur le traitement local, je vais vous en reparler, on peut discuter des œstrogènes locaux. Les antibiotiques locaux ou voie générale n'ont pas lieu d'être. Et puis, si bien sûr la patiente a un échec en première intention et qu'elle est symptomatique ou demandeuse, on peut aller après sur une exérèse chirurgicale et on va pouvoir discuter derrière si on fait une résection partielle avec un parage et une suture ou si on va faire s'attacher à une résection plus importante. On peut tout à fait également discuter d'une abstention avec une simple surveillance, bien sûr en donnant l'information à la patiente que s'il se passait quoi que ce soit, elle revienne nous voir. S'il y a une infection, on va aller sur l'ablation totale. Et là, on va dans les recos qui vont arriver, ça va être encore plus soutenu. Et par contre, l'idée, c'est que méfiez-vous, mais dès lors que vous allez être sur une indication d'ablation totale ou quasi totale, il est vraiment, je pense, fortement recommandé de vous renseigner sur le chirurgien dit expérimenté, parce qu'en fait, le gros problème, c'est la complication de la complication et les persistances de complications et les errances de prise en charge de nos patientes. Sur les expositions vaginales qui persistent, est-ce qu'il faut en avoir peur ou pas? Alors autant il y a quelques années, on se demandait est-ce qu'on peut laisser tel quel ou pas. Et là, vous voyez, c'est une petite étude, mais qui était intéressante parce qu'en fait, il y avait un suivi moyen de 121 mois. Alors bien sûr, c'est des expositions qui sont de petite taille, qui sont stables, que la patiente, elle vient, elle dit, oh bah oui, c'est toujours pareil. La patiente a finalement très peu de signes. C'était donc finalement un tout petit effectif à 9 patientes, mais avec aucune complication derrière. Donc effectivement, on peut tout à fait faire une simple surveillance, et ça, je pense qu'on va pouvoir l'écrire. On est à peu près d'accord tous là-dessus. Sur une patiente asymptomatique, à qui on a bien expliqué qu'elle a cette petite exposition et qui n'a aucun signe et qui est demandeuse de ne pas de faire de prise en charge supplémentaire, on peut tout à fait faire une simple abstention expectative. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas à rajouter les œstrogènes locaux? Je pense que je vais pouvoir répondre à Aslam. Alors, il n'y a pas d'études comparatives en tant que telles, mais il y a une efficacité qui est rapportée à peu près de l'ordre de 20%. Alors, par contre, bien sûr, c'est des études encore sur de petits effectifs qui sont rétrospectifs et par contre sur des expositions prothétiques de petite taille. Donc, effectivement, vous pouvez mettre des œstrogènes locaux. Bon, c'est pas dit que ça améliore vraiment beaucoup les choses. Et puis, si votre patiente est complètement asymptomatique, je ne sais pas si elle ne va pas être plus embêtée à aller mettre des œstrogènes locaux plutôt qu'à ne rien faire, mais ce sera à discuter avec elle. Bien sûr, dès lors que cette exposition vaginale va devenir symptomatique ou que la patiente consulte pour ça, quelle est alors votre prise en charge? Donc vraiment le point clé, c'est vraiment de vraiment vous aguerrir du fait qu'elle n'ait pas de complications infectieuses, parce qu'il va falloir dans ces cas-là aller sur une prise en charge plus importante. Si on est dans l'absence de complications infectieuses, on peut tout à fait proposer et discuter avec la patiente. Alors, il n'y aura pas de recommandation en tant que telle parce qu'il n'y a pas de preuve dans la littérature, mais d'enlever la simple partie exposée, la plupart du temps par voie vaginale, et on pourra alors discuter avec la patiente, soit de faire une exérèse partielle, soit de faire une exérèse complète. Qu'est-ce que vous avez dans le discours et comme information à cette patiente? Eh bien, effectivement, si vous faites une exérèse partielle,
vous avez dans certaines études jusqu'à 20-25% des cas où en fait vous allez être obligé d'y retourner. Donc il faut bien expliquer à la patiente qu'elle a un risque sur 4 d'être obligée de retourner à la chirurgie parce qu'en fait on n'aura pas tout enlevé. A contrario, de l'autre côté, si on part sur une exérèse complète, il faut aussi, il y a quand même, alors c'est pas significativement montré, mais il y a une tendance à un surcroît de récidive du fait que la prothèse a été enlevée de façon complète. Donc ça aussi, je pense que c'est une information à apporter à la patiente. Alors, est-ce qu'on pourra essayer de sortir un algorithme de prise en charge? On s'est appuyé, donc du coup, pour les futures recommandations, sur un algorithme de prise en charge des sociétés savantes anglo-saxonnes, qui est sorti en 2020, donc il n'y a pas très longtemps. Et en fait, on s'est attaché bien sûr à récupérer les comptes rendus parce qu'on va avoir une prise en charge différente selon si c'est du polypropylène ou du polyester. Globalement, si on est dans le cas d'une patiente avec en fait du polypropylène et que la patiente est complètement asymptomatique, c'est ce que je vous ai dit, on peut faire une simple surveillance ou y associer des œstrogènes locaux si vous le souhaitez. Et si par contre l'exposition est un peu importante, et bien sûr, si c'est le désir de la patiente, on ira sur une exérèse prothétique partielle avec une suture, ce qu'on appelle un parage vaginal. Dans le cas de patientes symptomatiques, elles sont bien sûr plus à même d'envisager une prise en charge puisqu'elles viennent et qu'elles sont symptomatiques et gênées, que ce soit par des leucorrhées, des saignements. Et là, on va aller sur l'exérèse prothétique et il faudra alors que vous discutiez si vous faites une simple exérèse prothétique partielle avec une suture vaginale en disant bien à votre patiente que vous avez un risque de récidive ou de persistance des symptômes, ou alors vous allez aller sur une exérèse prothétique la plus complète possible, mais avec un petit surcroît de risque de récidive de la statique pelvienne. Par contre, si vous avez moins de risque infectieux, il faut aller donc bien sûr sur l'imagerie et notamment l'IRM. Et si vous avez un abcès qui est confirmé à l'imagerie, bien sûr, on ira sur l'explantation prothétique la plus complète possible. Dans tous les cas, vos dossiers devront être discutés en RCP. Dans le cas d'exposition vaginale, par contre, en polyester, on a tous maintenant dans nos habitudes d'aller très facilement à l'IRM pelvienne parce qu'en fait, le matériel en lui-même étant différent, le problème de cette exposition vaginale est différente puisque du coup, en fait, il y a beaucoup plus en fait, de problèmes infectieux et inflammatoires. Donc en fait, dès lors que c'est du polypropylène, on va essayer d'aller sur l'explantation la plus complète possible, car on sait sur ce type de matériel qu'en fait, il y a un fort risque de réapparition des signes et qu'il faut être le plus à même d'avoir tout enlevé dès le départ, ce qui diffère entre le polypropylène et le polyester. Donc voilà, il faut aussi les prévenir, les dames, que en fait, elles n'auront peut-être pas tous les symptômes qui seront régressifs et que globalement, ça c'était une étude sur des patientes à 6 mois qui avaient été prises en charge entre 2006 et 2011, et ben du coup, alors qu'il y avait sur des expositions de l'ordre 65%, il y en avait quand même encore un pourcentage qui n'était pas satisfaite et avec ce côté où il faudra y retourner. Sur l'exposition viscérale, il faut que vous sachiez qu'on peut avoir soit un bout de prothèse, soit autrement un fil intravésical. Alors, effectivement, la physiopathe est toujours un peu compliquée. Est-ce que c'est une plaie? Vous voyez que ça n'a pas été retrouvé dans la littérature. Est-ce que c'est un passage pérope qui n'a pas été vu parce que la cystoscopie n'a pas été faite? Ou est-ce que c'est une érosion, enfin un passage secondaire parce qu'il y avait un passage sous-muqueux qui était un peu trop proche et qui a fini de migrer? Sur les signes urinaires, il y a deux choses sur lesquelles il faut vous méfier, qui sont des signes en fait assez non spécifiques. C'est les infections urinaires à répétition et ce que je vous disais tout à l'heure, le syndrome d'hyperactivité vésicale. Celui-là, il est un peu traître parce qu'en fait, il est très présent dès lors qu'il y a une exposition vésicale, parce que bien sûr, ça contracte la vessie, ça lui donne une hyperactivité vésicale, mais on sait que nombre de nos patientes, si elles sont un peu plus âgées, ont ce symptôme urinaire clinique. Vous voyez sur cette étude japonaise qui est importante en nombre de patientes, ils avaient 10 expositions vésicales, ce qui en nombre n'est pas énorme en pourcentage. Par contre, sur ces 10 expositions, il y en avait 9 qui présentaient un syndrome d'hyperactivité vésicale. Donc avant de mettre des anticholinergiques, peut-être qu'il faudra quand même réfléchir à faire soit une échographie, soit je vais vous montrer une urétrocystoscopie. Et puis par contre, voilà, je réinsiste sur la douleur à la miction, à la douleur à la fin de la miction, mais c'est vraiment très fréquent chez ces patientes qui présentent une exposition vésicale. Alors, quel examen complémentaire? L'échographie, elle ne sera pas vraiment
enfin, elle ne sera pas dans les recommandations, mais bon, nous, on l'a fait très facilement parce que c'est ce que je disais, on a l'appareil facile et que ça va nous indiquer si juste... En fait, nous, ça va nous permettre de nous indiquer si on va à la cysto très très vite ou si on se donne un peu le temps de la programmation puisqu'on a des délais un peu importants. Alors bien sûr, vous y couperez pas, il faut organiser une cystoscopie, une urétrocystoscopie, et c'est cette urétrocystoscopie qui va vous faire le diagnostic. Et bien sûr, je ne saurais que vous conseiller de staffer votre dossier en RCP et d'adresser la patiente à un centre expert. Donc vous voyez ici, c'était un petit fil, là c'était une érosion prothétique, et là c'est une dame, là c'est tout récent qu'on s'est occupé de cette patiente, c'était une promonto, et vous voyez que en fait on a le fil d'éthibon non résorbable, et du coup elle a fait 2 magnifiques calculs. Et pour la petite histoire, cette patiente, avant qu'elle nous ait été adressée, elle a eu droit à 2 bandelettes sous-urétrales parce qu'elle avait toujours des problèmes urinaires et qu'elle s'en sortait pas. Alors elle a eu une première bandelette dans le premier geste, comme ça marchait pas, ils ont sectionné la bandelette, comme ça marchait pas, ils ont remis une autre bandelette. Et quand nous on l'a reçue, on s'est dit de toute façon, vu son histoire, il n'y a qu'une cysto à faire. Et on fait l'écho et on avait un doute. Et puis voilà, à la cysto, ce qui s'est passé. Donc autant vous dire que la dame, elle a été, et après l'ablation des calculs, elle est ravie. Elle a 2 bandelettes, mais bon, pour l'instant, ça se passe bien. Alors, oui, donc ce qu'on va discuter dans la littérature et qu'on n'aura pas forcément de recommandations bien précises, mais en tout cas, ce qui est en fait discuté, c'est soit le traitement endoscopique, soit le traitement plus important de cystotomie avec ablation de matériel, suture, ouverture vésicale. Il y a aussi une petite voie mixte qu'on a, nous, déjà utilisée dans le service, où en fait on met un trocar suspubien dans la vessie et l'aide avec la caméra arrive par le cystoscope. Alors voilà, on n'a pas fait beaucoup, mais ça peut rendre service. Ça nous a également rendu service dans certains cas de fistule vésico-vaginale. Ce qui est montré dans la littérature sur les 2 techniques, c'est que d'un côté, quand vous allez faire un traitement endoscopique, vous allez être bien sûr moins délétère, mais par contre, il faut tout de suite prévenir vos patientes qu'il y aura probablement des procédures souvent itératives, alors qu'effectivement, si vous allez sur une chirurgie plus importante de cystotomie avec ablation de matériel, il y a moins de risque de récidive. Alors, quel traitement préféré? Ça, c'est une étude rétrospective. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas conclure, car on n'a que des petits effectifs. Vous voyez, sur cette publication de l'équipe de Nîmes, en fait, il y avait simplement 4 patientes qui ont été opérées, donc il est impossible de conclure sur ces effectifs, et je pense que ce sera laissé à discussion en RCP entre les deux, entre le traitement endoscopique ou chirurgical. Et bien sûr, ça c'est dans l'étude de Cato, il y avait 80% de risque ils avaient repris 80% des patientes qui avaient été prises en charge en traitement endoscopique pour une deuxième procédure. Donc je pense que également c'est une information à donner à nos patientes. Donc vous voyez, ça c'était une voie mixte qui avait été faite. Et nous on en a fait dans le service comme ça. Donc vous voyez que le cysto arrive pour faire l'œil, et en fait il y a un petit trocar suspubien de 5 mm qui va directement dans la vessie et qui permet d'opérer. Juste une petite aparté sur les complications urétérales. Elles sont vraiment extrêmement rares, vraiment très très rares, mais hélas, ça existe. Et on en a même vu sur des bandelettes sous-urétrales transobturatrices où l'urtère a été pris. Donc, la seule chose qu'on retrouve, c'est qu'en fait, sur le symptôme de la patiente, c'est bien sûr des douleurs lombaires. Donc, pas hésiter à faire des échographies pour regarder s'il existe une dilatation pyélocalicienne. Et sur une des cas de complications urétérales qui avait été décrite dans l'équipe de Nîmes, il y en avait une qui s'était mise en insuffisance rénale. Donc voilà, méfiez-vous, attention, discutez l'uroscanner. Dans l'étude de Vigimèche, il y en a également 3 qui ont été décrites, et à chaque fois, par contre, ça a été géré par un traitement endoscopique par des sondes de JJ. Pour finir, l'érosion viscérale, donc rectale, pareil, c'est extrêmement rare. Il y a très peu de données dans la littérature, et dans le cadre des recommandations qui vont sortir, on a même du coup extrapolé à prendre la rectopexie, parce qu'en fait, sur la prothèse postérieure simple, il y avait vraiment très peu de données. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est plutôt des troubles à type de TENEMS, de swelling, d'émissions purulentes et de douleurs à la défécation. Bien sûr, même de la même manière, il faut envisager une prise en charge par une équipe adéquate que vous référez après avoir fait votre RCP. Et là, pareil, il y a 2 attitudes. Soit en fait, on fait une voie endo-anale, soit on fait une voie abdominale ou une voie mixte. Il n'y aura pas de recommandation en tant que telle, parce que pareil, il n'y a pas suffisamment de puissance et d'études. Nous, dans le service, on a plutôt tendance à aller sur une voie endo-anale dans un premier temps.
Pour le bilan à réaliser, bien sûr, à l'examen clinique, vous en doutez, il faut aller facilement à l'endoscopie et puis après l'imagerie de scanner ou d'IRM pour être sûr qu'il n'y ait pas une atteinte infectieuse concomitante et notamment si c'est une promontofixation, qu'il n'ait pas une atteinte de type spondylodicite. Donc nous, dans le service... donc ça, c'était une petite étude. Et voilà, il y avait également une suspicion de fistule dans ce cas-là. C'est vraiment des complications rares, c'est essentiellement des case reports. On n'a pas de grandes données dans la littérature. Nous, dans notre pratique, on a toujours à chaque fois tenté le traitement endorectal en premier avec nos chirurgiens digestifs et puis avec le single port pour vraiment bien voir. Et on en a très peu repris par chirurgie plus lourde. Donc en conclusion sur la prise en charge de ces patientes, il faut savoir informer dès lors qu'elles viennent vous voir pour une exposition, qu'elle soit vésicale, vaginale ou rectale. Bien sûr, je rejoindrai le topo de mes confrères sur le fait qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mais par contre, après, il faut vraiment avoir une détection précoce. Et c'est là où, en fait, on pêche un peu auprès de nos patientes, c'est cette errance. Nous, on se retrouve à récupérer des patientes qui ne savaient pas trop où aller pendant 1 an, 2 ans, avec des douleurs importantes. Et c'est du temps, après, qui est perdu pour les patientes, mais qui est difficile à rattraper pour nous. Il faut vraiment, du coup, s'orienter sur ces signes que je vous ai donnés de cette sémiologie. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment vous abstenir à récupérer les comptes rendus opératoires. Après, on est vraiment sur une prise en charge tertiaire, adaptée, discuter ces dossiers en RCP, et pour éviter d'aller à la catastrophe et d'éviter la complication de la complication. Je vous remercie. Sandrine, c'est la première fois que je te vois tenir les délais d'une présentation, donc félicitations pour les Clermontois, bravo. L'école de Bernard nous a habitués. D'habitude, M. Jacquin a 195 diapos. Pour 20 minutes, oui. Pour 20 minutes. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Oui, Fabrice. Pas complètement le matériel, vu la gravité de... Ah si, enfin, je me suis peut-être... Si, en fait, il faut vraiment que... En fait, quand vous avez une complication, il faut vraiment chercher à être sûr que ce ne soit pas une complication. Alors, souvent, elles ont mal quand même, hein. Les spondylodicites, elles ont quand même fréquemment... Et quand elles arrivent... Au niveau du rachis, j'entends. Ouais. Mais moi, par contre, si vous avez une promonto avec une prothèse exposée, notamment par exemple au niveau rectal avec une prothèse postérieure ou au niveau vaginal, bien sûr, il faut faire un bilan sanguin avec une NFS et une CRP, bien rechercher qu'elle n'ait pas de signe de spondylodicite, bien que c'est quand même... Nous, j'en ai géré une quand j'étais interne avec Denis Savary, j'en ai un souvenir... J'avais jamais vu d'antibiothérapie. Ah oui, j'avais jamais vu quelqu'un d'aussi douloureux en fait de ma vie. Et là, bien sûr, il faut bien sûr tout enlever. Et alors, pour le coup, et probablement assez vite d'ailleurs, parce que les rhumatos, des fois, ils partent eux dans un traitement antibiotique de 4 mois, et puis on les explante à 6 mois. Mais en fait, tant que le matériel est là, il persiste une inflammation et des symptômes. C'est ça le problème. En fait, il faut y aller en urgence. Donc l'antibiothérapie a du mal à être active. Alors nous, on en a récupéré une après le Covid, juste pour la petite histoire, qui justement avait consultée pour des douleurs, gérée par les rhumatos. Voilà, bien avec des antibiotiques, des machins, tout ce que vous voulez. Et on l'a récupérée au bout de 8 mois. Alors elle était finalement pas si douloureuse que ça, parce que du coup, elle a eu des traitements antalgiques et antibiotiques, mais bien sûr, elle s'en sortait pas et on l'a opérée très vite derrière. Elle était moins douloureuse, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire le checking du départ. Et il faut vraiment insister auprès de nos patientes en disant ça peut arriver à distance. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est des errances de prise en charge. En fait. Et à cause de cette errance, en expertise, ça fait très mal. Hein. Ah oui, ça, oui. Alors, je suis un petit peu surpris sur le fait que vous explantiez plus rapidement des prothèses lorsqu'il y a une exposition du polyester sur des promontofixations, mais je suis aussi surpris d'entendre que vous mettez de l'éthibon, qui est du polyester comme film. Donc, je vois pas trop la logique dans votre conduite à tenir par rapport au polyester. Il faut être logique jusqu'au bout. Il ne faut pas mettre des fils en polyester. Le polyester, clairement, en fait, moi, j'en mets plus du tout, mais en fait, ça va être compliqué à dire qu'on peut plus en mettre encore, puisqu'il y a encore une prothèse de polyester qui est sur la liste intra-GHS. Donc, pour l'instant, entre guillemets, voilà. C'est bien dommage. C'est un joli matériau. Oui, mais je c'est vais bien dans votre dommage. sens. Et avec vos topos, là, on a l'impression que vous enterrez le polyester. Entre Jean-Philippe qui nous dit si j'ai un trou dans le vagin, je ne mets pas de polyester, ce qu'on peut comprendre. Je pense qu'il ne faut pas mettre la prothèse au contact de l'ouverture vaginale. Pareil, ouais.
Et vous qui nous dites, effectivement, clairement, dès qu'il y a une exposition de matériel prothétique en polyester, donc en promonto maintenant, puisqu'il est impossible de poser du polyester par voie basse, il faut tout explanter. Alors oui, dans la pratique de nos centres et ce qui a été retrouvé dans la littérature, c'est qu'il y a vraiment, dès lors qu'il y a une complication sur une érosion par exemple vaginale sur ces produits, il y a une vraie différence sur la prise en charge de nos patients. Donc parce que on enterre le polyester. Ouais, ah oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'après, on met tous du fil non résorbable pour tenir nos donc il ne faut plus les mettre en polyester, il faut être cohérent. Ce qui est vrai, c'est que les prothèses de polypro qui s'infectent, c'est pas rare que ce soit les fils de polyester, de suspension de cette prothèse de polypro qui s'infectent. Et des fois, on a du mal en fait à enlever, on enlève assez facilement la prothèse, on a du mal parfois à retrouver ces fils de suspension. Et c'est pour ça que parfois on est obligé de passer en voie haute pour aller enlever 3 fils mal placés, quoi. Est-ce qu'il y a une autre remarque, d'autres questions ? On a un peu répondu à la question d'Aslam tout à l'heure sur les expositions asymptomatiques. Je pense qu'avec un polypropylène, là encore, enterrons encore un peu plus le polyester, on peut se permettre de surveiller et de traiter médicalement parfois, mais moi j'ai vu des infections tardives sur des polypropylènes parfois 10 ans après. Donc ça ne veut pas dire que ça va rester stable et non infecté pendant toute la vie des patientes. C'est pour ça qu'il faut réussir à les suivre d'une façon ou d'une autre. Même si ce n'est pas nous, il faut que quelqu'un puisse les voir régulièrement pour vérifier qu'il n'y ait pas une infection tardive. Après, je pense que le polypropylène est un peu plus difficile à retirer que le polyester. Il n'y a rien de mieux qu'un polyester infecté. Ça, c'est une opération qui dure 5 minutes. C'est votre grammage et vos pores surtout qui font la différence. Si vous avez du microporeux, tout va venir ensemble. Le polyester a surtout été développé en microporeux au départ, ce qui a fait sa problématique. Actuellement, il y a du polyester monofilament qui est sorti, qu'on n'utilise pas mais qui existe. Oui, tout à fait. On ne sait pas bien justement s'il règle le défaut du polyester ou pas. L'avantage du polyester, c'est qu'il se dégrade moins dans le temps que le polypropylène. Il y a quand même des dégradations sur le long terme des polypros, une oxydation du polypropylène qu'on ne voit pas avec le polyester. C'est aussi une prothèse qui est plus souple. D'ailleurs, on voit bien les fils de prolène. Pourquoi on n'aime pas trop les utiliser sur le vagin ? Parce que il se rétracte très peu, Michel. C'est son avantage du polyester. Il se rétracte très peu le polyester, alors que le polypro, en fait, c'est les tissus qui se rétractent dessus. Il crée plus d'inflammation que le polyester. Par contre, dès qu'il s'infecte, ça devient une vraie saloperie, quoi. Donc c'est ça. Voilà. C'est probablement le multifilament le plus qu'autre chose, mais personne n'a osé revenir sur le marché et présenter je sais que j'avais vu des industriels qui étaient venus nous voir pour ça et présenter des polyesters. En réparation pariétale, le polyester monofilament. Ils utilisent tout et n'importe quoi et sans aucune réflexion et aucune critique manifestement, alors qu'ils ont les mêmes complications que nous avec les matériaux. Mais c'est dans un domaine anatomique moins sensible, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques ? On va peut-être, dans ce cas-là, faire la pause. Et puis, on reprend. Merci beaucoup, Sandrine. Ta présentation était très bien.